C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Il est philosophe, écrivain, cinéaste, se vit comme un aventurier intellectuel sur le modèle d'André Malraux et se voit comme un lanceur d'alerte. Il a inspiré des présidents sur la politique étrangère, en Libye notamment, même si celle-ci est aujourd'hui contestée. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être là. Vous publiez L'Empire et les Cinq Rois chez Grasset. Ce titre vous est inspiré en référence à l'histoire biblique. Un empire qui a trahi sa mission, l'empire du rien, écrivez-vous, et cinq rois pathétiques et redoutables. Alors, qui est l'empire? Je vais vous laisser le dire. Et qui sont les cinq rois? L'empire, c'est l'Occident, ce qu'on a longtemps appelé l'empire d'Occident et qui est aujourd'hui essentiellement l'Amérique, enfin l'Amérique et l'Europe. Et les cinq rois, ce sont les cinq puissances autoritaires, dictatoriales, qui profitent de l'effacement de l'Occident pour s'affirmer avec force sur la scène mondiale. Donc ça veut dire la Turquie, ça veut dire l'Iran, ça veut dire la Russie de Poutine, ça veut dire les pays animés par le sunnisme radical, et ça veut dire la Chine impérialiste. Alors, on va détailler bien sûr tous ces pays-là. Juste sur les États-Unis, vous dites il leur manquera toujours quelque chose à l'Amérique. Donc, l'éclat qu'a eu la France au XVIIe siècle ou celui de la Renaissance italienne. Mais ce qui vous inquiète par-dessus tout, c'est le repli d'une Amérique qui est totalement tournée vers elle-même. C'est en cela que vous dites que c'est décliniste, que c'est une Amérique qui décline? Il y a ce que j'aime dans l'Amérique et il y a ce que je regrette aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est que l'Amérique, au fond, contrairement à ce que serinent les esprits courts depuis tant de décennies, n'a jamais été une puissance impériale pleinement au sens classique. Ça a toujours été un impérialisme empêché, un impérialisme récalcitrant. Comme disait un grand écrivain français, les Américains ont toujours été des Romains involontaires. Et il y a un très beau texte d'André Malraux que vous citiez tout à l'heure, au moment de la guerre du Bangladesh, où il s'adresse aux Américains, au président de l'époque, Richard Nixon, et il lui dit le drame de l'Amérique, c'est que César voulait être César, Alexandre voulait être Alexandre, l'Amérique ne peut pas être l'Amérique. Donc il y a toujours eu, et ça je trouve ça beau, et je trouve ça noble, dans l'Amérique, une espèce d'hésitation, de récalcitrance à être une grande puissance. Et ça, c'est bien, c'est une grande puissance retenue. Ce que je regrette, c'est que cette rétention de la puissance atteint aujourd'hui des proportions dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de démission de l'Amérique sur les grandes scènes où sa voix serait attendue et même indispensable, qui laisse la place aux nouveaux barbares. Jean-Marie. Oui, parce qu'en fait, vous faites le procès du principal slogan de Donald Trump. C'est de lui essentiellement qu'il s'agit, même si on peut faire remonter la stratégie du repli à Obama. Trump, c'est America First. Et cette America First, vous constatez ou vous observez qu'elle laisse le champ libre à beaucoup d'autres choses, très exactement aux cinq rois. Mais sur le America First, c'est en même temps une constante dans la politique américaine. Il y a toujours eu ces courants-là. Et ce que vous expliquez aujourd'hui, c'est que ça vient au plus mauvais moment. Voilà. Il y a toujours eu America First, mais America First n'a pas empêché l'Amérique de Roosevelt de venir guerroyer et défaire et abattre Hitler. Mais il lui a fallu ruser. Bien sûr, oui, bien sûr. Il a fallu aller contre un mouvement très puissant d'America First. America First, avant la lettre, n'a pas empêché l'Amérique de venir au secours de l'Europe en 1917. America First, aujourd'hui, n'a pas empêché l'Amérique de venir au secours des Balkans, de la Bosnie. Donc il y a toujours eu les deux. Il y a toujours eu, en effet, dans l'ADN de l'Amérique, cette incapacité à être vraiment un empire, cette façon... qui est bien expliqué chez Hegel ou chez Melville dans Moby Dick, cette façon qu'ont les Américains d'être des paysans qui vivent comme s'ils étaient des marins, d'être sur un sol tellement instable qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'en servir comme d'une base arrière ou comme d'un socle pour aller à la conquête du monde. Donc ça, c'est pas l'Amérique, contrairement à ce que pense l'anti-américanisme primaire. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que pour la première fois, je ne vois pas la force adverse, c'est-à-dire celle qui amènerait l'Amérique en Syrie,
au Kurdistan ou ailleurs, a assumé ce que je crois être sa grande vocation de son propre aveu, sa vocation virgilienne, comme je le dis aussi dans le livre, qui consisterait à aller au-devant des peuples souffrants, affligés ou en détresse. En fait, Mais les États-Unis... ça restera peut-être un souvenir, cette Amérique-là, parce que, et à l'inverse de ce que vous observez, ou pour nous amener plus directement à l'actualité, les gesticulations, entre guillemets, de Benjamin Netanyahou, pour montrer que l'Iran trompe tout le monde, ça va servir de justification à une décision probablement déjà prise de Donald Trump, de récuser l'accord nucléaire. Donc, récusant l'accord nucléaire, ça va conduire quand même à une nouvelle implication des États-Unis sur ce terrain-là. Et ça va peut-être même ressembler à un avant-guerre. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai été comme vous, assez stupéfié par cette mise en scène de lundi dernier, ce show de Netanyahou ouvrant des rideaux, montrant des masses de documents, sans apporter aucune preuve. Les quantifiant en tonnes ou en kilos. Oui. C'est la première fois que je vois des secrets nucléaires quantifiés selon leur poids. Je ne sais pas où cela va. Franchement, je ne sais pas à quoi rimer tout cela. Moi, ce que je sais sur l'Iran, c'est ce que je dis dans mon livre. Je pense que c'est le régime, la République islamique d'Iran est un régime terrible. Par-delà le nucléaire, qui est adossé à un impensé effroyable, qui est l'impensé du nazisme des années 30, non pensé et non travaillé, contrairement à ce qu'a fait l'Europe. Ça, je le sais, et je le démontre. Après, je suis comme tout le monde dans l'incertitude la plus complète sur le sens des gesticulations actuelles. L'Amérique d'Obama, dans le fond, a déçu. Elle déçu. Vous dites on est entouré de Munichois. Bon, en Europe, et c'est vrai que Obama n'a pas respecté sa ligne rouge. Il a déçu en cela. Donald Trump, lui, inquiète. Mais regardez, avec les deux Corées, par exemple, on est déjà en train presque de lui décerner le prix Nobel. Est-ce que vous parlez souvent des retournements de l'histoire? Vous croyez, vous citez trois écrivains philosophes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous dites qu'il y a eu des erreurs dans l'histoire, que ce soit ceux qui ont parlé de progressisme ou ceux qui ont considéré que la boucle était bouclée. Mais si finalement, celui dont on attendait beaucoup, qui était Obama, et celui dont on n'attend rien, qui est Trump, est-ce qu'il, in fine, pourrait surprendre? Bien sûr, l'histoire marche ainsi. Ouais. Elle marche à la contingence, elle marche aux accidents, elle marche aux surprises les plus inattendues. Et c'est vrai que je fais le procès dans ce livre, dans cet essai, de trois philosophies de l'histoire qui sont trop simples et qui nous guident trop souvent. Le progressisme, en gros le marxisme, le déclinisme, tout va pour le pire et ne cesse d'aller pour le pire, c'est le spenglerisme, Spengler, et puis l'éternel retour, le cyclisme, qui était la théorie de Giambattista Vico. Je crois que ces trois théories reposent sur des trois fois de très beaux livres, très géométriques, très importants, très déductifs et très poétiques, mais je crois qu'ils sont juste faux. Et que la vérité de l'histoire, c'est en effet, je ne sais pas, un Menahem Begin ou un Anwar el-Sadat que l'on prenait dans les deux cas pour des extrémistes de leur camp respectif, et puis qui se sont révélés être des plus grands qu'eux-mêmes. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est ce moment où un individu, ou un peuple d'ailleurs, se révèle plus grand qu'eux-mêmes, se hisse au-dessus d'eux-mêmes. Et ça, ce sont les moments de grâce de l'histoire, ce sont les moments où l'histoire avance vraiment, où un écheveau de contradictions se dénoue, et de ce point de vue, tout est possible. Mais ce que vous démontrez d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. On a tous vécu avec dans l'idée, dans l'enseignement même, l'idée qu'il y avait un sens de l'histoire. Il n'y en a pas. Et vous croyez à l'inverse, au grain de sable, au petit élément qui va faire changer le cours de l'histoire. Le petit caillou dans la chaussure, le scandale, le grain de sable,
voilà, qui fait dérailler le train de l'histoire. Je crois. Alors, à oui. propos de grains de sable, justement, il y en a eu un qui a fait défaut. C'est celui au moment, à l'été 2013, où Barack Obama renonce à intervenir en Syrie. Là, vous vous félicitez, ou vous êtes félicité à travers un certain nombre d'interviews de l'intervention récente qui a eu lieu, Amérique, France, Grande-Bretagne en Syrie après l'utilisation des armes chimiques, mais en constatant, comme tout le monde, que cette intervention-là venait trop tard, parce que précisément la précédente n'avait pas eu lieu. Mais si la précédente n'a pas eu lieu, celle de Barack Obama, c'est peut-être parce qu'il était hanté par le souvenir libyen, par ce qui est considéré aujourd'hui, peut-être à tort, comme un fiasco, c'est-à-dire l'intervention en Libye. On en parle parce que précisément vous étiez au cœur de cela, vous y avez consacré un film, au cœur de la... J'y ai consacré un livre. J'y ai que vous avez apporté en tout cas à Nicolas Sarkozy pour pas seulement à Nicolas Sarkozy, à David Cameron, à Hillary Clinton, que j'étais allé voir à Paris le 9 mars 2011 avec un des leaders de l'insurrection libyenne. Donc j'ai vécu tout ça de très près. Et je pense, moi, au contraire, que c'est à l'honneur des mandats d'Obama d'avoir participé à cette guerre de Libye. Et je crois que ce fut son erreur que de penser, comme il l'a dit dans cette grande interview d'Atlantique à la fin de son mandat, sa grande erreur est de penser que ça a été son erreur. Voilà. Donc vous avez raison. Il n'a pas bougé en Syrie parce qu'il se regrettait d'avoir bougé en Libye. Mais l'opinion dominante aujourd'hui, y compris à vos dépens, à vous, Bernard-Henri Lévy, c'est considérer que l'opération libyenne était inutile et qu'elle a produit davantage de chaos qu'elle n'a remis de l'ordre dans une situation qui était évidemment dominée par la figure de Kadhafi. C'est factuellement inexact. Ce qui a produit le plus de chaos dans les 10 dernières années, c'est la non-intervention en Syrie, du point de vue des faits. Si on regarde, si on fait cette comptabilité que je déteste faire, mais si on la fait une seconde, le nombre des morts, le nombre des déplacés et des réfugiés, et puis la montée du fanatisme et de l'extrémisme djihadiste, pour les trois choses, c'est la non-intervention en Syrie qui a été beaucoup plus coûteuse que l'intervention. Mais il y a eu un hub terroriste, des hubs terroristes, l'expression de Le Drian, en Libye. Non, attendez. En Libye, il y a eu en effet 3 poches terroristes à Sabrata, à Sirte et à Derna qui ont été réduites par les Libyens en 2015 et 2016. Ils les ont combattus et ils les ont réduits. Il n'y a plus de hub terroristes. Il y a quelques forces terroristes dans le désert ici ou là, mais les 3 rassemblements, les 3 concentrations de djihadistes en Libye ont été pulvérisées par les Libyens eux-mêmes. Et en revanche, Daesh est né en Syrie et en Irak, pas en Libye, et est né notamment en Syrie de cette horrible non-intervention, de ces mains laissées libres à Bachar al-Assad. Donc, à l'inverse de ce que croient les sceptiques, les chagrins, les déclinistes perpétuels d'aujourd'hui, la non-intervention est souvent la pire des solutions. Alors évidemment, pour le muniquisme, pour ceux qui disent tant que ça ne nous atteint pas ici, c'est pas grave, d'accord, on peut pas. Mais vous pensez qu'il y a encore un esprit munichois qui traverse les esprits et qui les a toujours traversés, mais plus que jamais. Et qui a provoqué la guerre d'une manière encore pire. Qui en général, sous prétexte d'éviter la guerre, une petite guerre, obtient une grande guerre. Oui. Au moment de cette micro-intervention en Syrie, il y a ce bombardement en Syrie il y a 3 semaines, pour en rester aux métaphores du grain de sable et autres, cette piqûre de moustique sur la peau de crocodile de Bachar al-Assad. Regardez cette réaction incroyable qu'il y a eu de l'extrême droite à l'extrême gauche du spectre politique français. Ces cris d'orfraie, ces cris d'effroi, d'un seul coup cette demande de preuves, le souci que l'on se faisait pour les quelques militaires de Bachar. Est-ce que c'est par esprit munichois? Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on considère que voilà, il y en a qui considèrent que Bachar el-Assad c'est par indifférence aux souffrances d'autrui. Voilà, c'est par indifférence aux souffrances d'autrui. C'est ça l'esprit munichois d'abord. C'est ensuite par mauvaise analyse, parce qu'il y a l'analyse aussi qui dit à force d'aller les provoquer, on va s'attirer le terrorisme ici. Voilà, c'est analyse débile. Le terrorisme mais c'est central.
Mais c'est centrale. central. Attendez, le terrorisme a frappé au Kenya, il a frappé à Nairobi, Au Nigeria. il a au Nigeria, au Kenya, en Espagne, il a frappé partout. Le terrorisme n'a jamais ciblé en priorité les pays de la coalition antiterroriste. C'est factuellement inexact. Donc, le muniquisme, c'est une indifférence au reste du monde, un refus du souci d'autrui ou de la fraternité qui se cherche des raisons. Et il y a notamment cette raison-là, on ne va pas les provoquer, les terroristes. Sauf que les terroristes, encore une fois, quand ils vont attaquer le Nigeria ou quand ils vont faire sauter un énorme centre commercial au Kenya, ils ne vont pas cibler des Donc, pays qui font la guerre. alors, pour terminer sur le chapitre libyen, donc vous n'avez aucun regret. Est-ce que, quand même, vous ne dites pas à un moment... Vous dites qu'il fallait intervenir, c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça n'a pas été suivi de processus politique comme il y a eu, par exemple, au Mali, après l'intervention. Est-ce que ça a manqué tout de même ? Mais ça, oui, bien sûr. Moi, j'essaie de faire de la philosophie, j'essaie d'être... Voilà, donc philosophiquement, moi, ce que je dis, c'est que les droits de l'homme est une des choses les plus belles et les plus grandes que l'Occident ait inventées. Je pense que les valeurs universelles, ça c'est ce que je dis, ce que j'explique, c'est ma démonstration, ne sont pas des valeurs occidentales, qu'elles n'appartiennent pas à l'Occident, contrairement à ce que pensent les anti-droits de l'hommistes racistes. Ça appartient au monde entier, et ce que je crois, c'est qu'il y a parfois des guerres justes. Voilà ce que je crois. Oui, mais vous dites que les Lumières, c'est quand même l'Occident. Non, les Lumières, c'est en Occident qu'elles sont probablement le mieux défendues, mais ce n'est pas des valeurs occidentales, c'est des valeurs qui sont nées entre Troie et Jérusalem, à tout prendre. C'est des valeurs, vous savez, Edmund Husserl, en 1938, disait que l'Europe va bien au-delà des frontières de ce qu'on appelle le continent européen. L'Europe peut se trouver en Extrême-Orient, l'Europe peut se trouver en Amérique du Sud, pour peu qu'on défende des valeurs qui sont les valeurs des Lumières. Donc moi, je crois aux universaux. Je crois que ces Lumières, bien sûr que c'est en Europe qu'on les révère encore, et pas toujours, et pas à l'époque du nazisme, et pas à l'époque du communisme, et pas dans les rangs de M. Mélenchon ou Mme Le Pen. Mais enfin, c'est quand même l'endroit où on continue de les révérer avec le plus de scrupules. Mais c'est des valeurs qui ne sont pas par essence occidentales, c'est des valeurs qui sont par essence universelles. Et la vraie fracture, elle est là. Est-ce qu'on croit que les droits de l'homme, les Lumières, la tolérance, le respect de l'autre, que c'est des valeurs qui sont consubstantielles à cette partie du monde qui s'appelle l'Occident, ou est-ce qu'on pense qu'elles sont bonnes et qu'elles font des sociétés plus respirables partout dans le monde? Moi, je suis partisan de cette seconde proposition. Vous êtes de plus en plus minoritaire, j'allais dire, sur ce terrain, et vous prêchez de plus en plus dans le désert, parce que l'air du temps, y compris en France, c'est de considérer non plus les droits de l'homme, mais de dénoncer ce qui est devenu l'antienne d'un certain nombre d'intellectuels et autres, le droit de l'hommisme. On est passé des droits de l'homme à la dénonciation du droit de l'hommisme. Et de la même façon, aujourd'hui, ce qui domine, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. La réelle politique, c'est très exactement ne pas faire cas des libertés. Donc, pactiser avec l'un, pactiser avec l'autre, peu importe, pourvu que le business avance. C'est sous cet empire-là que nous vivons aujourd'hui, y compris en France. Le droit de l'homme, vous savez, il ne faut jamais oublier que le premier à avoir inventé l'expression, ça je le rappelle aussi, c'est Jean-Marie Le Pen. Dans la modernité, là, c'est le premier à avoir transformé le beau combat pour les droits de l'homme en une espèce de ridicule et d'infect droit de l'hommisme, c'est Jean-Marie Le Pen. Bon, très bien, que chacun prenne ses responsabilités sémantiques. Ça, c'est la première chose. Après, la réelle politique. Moi, je ne suis pas contre la réelle politique. Bien sûr qu'un grand État doit indexer sa politique sur le réel. Ça veut dire indexer sa politique sur le réel, ça veut dire l'indexer sur ce qui résiste dans le monde. Le réel, c'est ça. Pour un philosophe, encore une fois, pour un lacanien, le réel, c'est le reste, c'est le déchet, c'est ce qui résiste, c'est ce sur quoi on se cogne. C'est ça que disait Lacan. Le réel, c'est ce sur quoi on se cogne. Bien sûr que la politique, elle est réelle. Elle est réaliste. Elle a affaire avec le tuquet, avec ce sur quoi on se heurte, évidemment. Mais ça n'empêche pas que celui qui se heurte à cette tuquet, à cette résistance, il peut être animé par des principes, par un idéal, par une morale et par l'idée, par exemple, que l'égalité entre les hommes et les femmes
est une valeur qui n'est pas l'apanage de la bonne société parisienne, que ça peut marcher aussi et que ça peut faire une vie plus douce en Chine, en Turquie, en Iran, en Arabie Saoudite ou en Russie. Voilà. Moi, c'est ce que je crois. Et c'est pour ça que je reste fidèle au combat qui a été celui de ma jeunesse et de ma vie tout entière pour les droits de l'homme et pour l'international qui sera un jour le genre humain. Alors, on va parler de ces 5 rois. On va prendre la Turquie. Erdogan, vous dites, vous écrivez, c'est le concierge de la porte de l'enfer, parce que c'est vrai, il contient les migrants. Il y a eu cet accord avec Angela Merkel, et il en joue. Et vous dites, c'est un maître chanteur. Oui, c'est un maître chanteur. Et moi, j'ai été élevé comme ça, et élevé par ma famille et par des grands présidents de la République. Je pense qu'il ne faut jamais céder au chantage. Je pense qu'on a toujours tort dans l'histoire de céder au chantage. Alors on peut céder 5 minutes peut-être, réel politique, mais céder durablement au chantage, c'est toujours à ses dépens. Or on cède au chantage d'Erdogan. Et il a fait du chantage 2 fois. Il est concierge des portes de l'enfer. Il a appelé au meurtre, oui. Premièrement, à cause de cette bombe des migrants qu'il prétend détenir et dont il menace de la faire déferler sur le pays. Et deuxièmement, parce que quand il est en bisbille avec Mme Merkel, il lui répond cette phrase que tout le monde a oubliée, mais que moi je n'ai pas oubliée. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, chère madame, aucun Européen ne sera plus jamais en sécurité dans les grandes villes d'Europe. Sachez-le, prenez vos responsabilités. Aucun Européen ne sera plus en sécurité dans les villes d'Europe. C'était le 13 ou le 14 ou le 15 mars. Quand elle refusait qu'il y ait des réunions sur la présidentielle. Quand elle a appliqué un principe républicain, quand elle a refusé que des ministres d'Erdogan viennent animer des meetings électoraux sur le territoire allemand. Il a donc menacé les citoyens allemands et les citoyens des autres pays d'Europe de représailles terroristes. C'est ça que ça veut dire. Plus personne ne sera en sécurité, ça veut dire je lâche mes terroristes. Donc, nous vivons avec Erdogan sous la menace d'un maître chanteur. Or, ce maître chanteur, il y a encore des discussions pour savoir s'il va rentrer en Europe ou pas. Non. Et surtout, il est un avis, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais, pour revenir à Erdogan... Et il est dans l'OTAN. Oui, c'est ça. Ça c'est toute l'ambiguïté du système, d'ailleurs. C'est qu'il est dans l'OTAN et pour le moment, alors qu'il est en même temps, il se rapproche de plus en plus de Poutine, de Vladimir Poutine et de la Russie. Ça, on y reviendra peut-être sur Poutine tout à l'heure. Mais puisqu'on est à Erdogan, il faut rappeler que peut-être au cœur de votre livre, il y a le sort fait aux Kurdes, dont vous rappelez, les Kurdes, les Kurdes d'Irak, qu'ils ont été la clé, la force militaire essentielle pour battre Daesh, pour faire reculer les terroristes, le terrorisme, etc. Et qui se sont fait massacrer dans une ville frontière, près de la frontière turque, justement, par une opération turque ce que vous regrettez là, on en revient à America First, c'est que cette action-là soit restée sans réaction, de la part notamment des États-Unis, alors même que c'est l'armée turque qui fait partie de l'OTAN qui est allée les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie. Et les Kurdes de Syrie, bien sûr. Et à Afrin, et ce qu'à Dieu ne plaise à Manbij, ce sera les Kurdes de Syrie. Mais la situation est exactement celle que vous venez de dire, en effet. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été en première ligne de la défense des valeurs des Lumières contre Daesh. C'était eux, les boots on the ground du monde, et en particulier de l'Occident, face à Daesh. On les a utilisés et puis on les jette après usage. Et quelle était la réaction? Il y a eu une réaction américaine à la violence et au massacre organisé par Erdogan. La réaction de l'Amérique, ça a été de dire on retire nos troupes. Parce que c'est quand même ça. Oui. Il y a eu le discours de Trump dans l'Ohio, quelques jours après le dénouement de la bataille d'Afrin. On va sortir de Syrie, oui. Où il a dit on sort de Syrie. Voilà. Donc là, on est au cœur même de ce moment historique qui est marqué en particulier par cette incroyable ingratitude de l'Occident vis-à-vis de ses alliés les plus naturels. Et alors, c'est là où on retrouve la réelle politique. Moralement, ça s'appelle l'ingratitude. Mais en termes de réelle politique, ça s'appelle l'imbécilité. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les Kurdes en ce moment? Qu'est-ce que fait l'Occident, et notamment l'Amérique? On échange des alliés naturels, des alliés de cœur, des alliés qui partagent les mêmes valeurs que nous, contre des faux alliés, contre des alliés de circonstances, contre des alliés qui nous détestent et qui, au moment où nous livrions les batailles essentielles contre Daesh, je pense à la Turquie, à Erdogan, livraient des armes à Daesh et lui livraient des informations. Donc ça,
renoncer à un allié naturel pour Ça rimait. se lier à un allié de circonstance est faux, ça s'appelle de la mauvaise réelle politique. Mais vous savez ce qu'on vous reproche en même temps, vous avez repris votre bâton de pèlerin aux côtés des Kurdes, aux côtés notamment de général Barzani, et qui la grande famille qui dirige le Kurdistan irakien, encore une fois, parce qu'il y a en Syrie, il y a évidemment un Kurdistan en Iran, il y a un Kurdistan aussi, des milices, notamment aussi celle du PKK en Turquie. Mais on dit, voilà, Bernard-Henri Lévy à nouveau va nous présenter des Kurdes, mais il nous avait présenté des Libyens, il nous avait présenté des Bosniens, dont on s'est aperçu après qu'ils n'étaient pas si recommandables que cela. Est-ce que vous les avez héroïsés, alors que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, même comme en Libye, c'était un peu le contraire, parce qu'une des personnes que vous aviez chaleureusement accompagnée, arrivée aux affaires, a dit « je vais appliquer la charia » et ainsi de suite. Donc c'est un peu le cœur de ce qui vous est ensuite reproché, vous me direz peut-être pour des raisons moins avouables, mais néanmoins. Je n'héroïse pas. Il y a des moments, c'est vrai pour les Kurdes, comme pour les Libyens, comme pour les Français. Si, dans le Peshmerga, dans le film, vous en faites des héros, parce qu'il y en a qui meurent. On les voit. Ils le sont. Oui. Des hommes qui risquent leur vie et qui la perdent pour défendre le reste du monde contre le terrorisme. Que voulez-vous que je vous dise? Ils sont saisis par cette espèce de grâce qui peut se saisir de n'importe quel peuple à certains moments de son histoire et qui s'appelle la grandeur et qui s'appelle l'héroïsme. Ils sont ni plus ni moins, ils sont aussi héroïques que les marins de l'île de Saint qui décident de répondre à l'appel du général de Gaulle. L'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est un ordre des jours ordinaires où soudain des hommes ou des femmes sont saisis par quelque chose qui les dépasse. Le romanesque de l'histoire, vous aimez, un peu comme Emmanuel Macron qui... Mais c'est pas le romanesque, c'est la grandeur des hommes. L'humanité a cette part de grandeur. Et moi, je n'héroïse pas. C'est vrai que j'aime saisir ces moments où un paysan ou un pastoureau, comme on disait autrefois, devient en effet un général de l'armée de Valmy, au Kurdistan ou ailleurs. Et ce moment-là est un moment irremplaçable. Ça fait la grandeur de l'humanité, ça fait avancer l'humanité, ça fait qu'il y a un peu plus de liberté en ce monde et un peu moins d'horreur. Alors après, qu'on retombe dans ce qu'un philosophe bien plus grand que moi appelait le pratico-inerte, bien sûr, que l'on retombe dans l'ordre ordinaire des jours et des idéologies, évidemment. J'ai vu ça, il s'appelait Mustapha Abdel-Jalil, ce révolutionnaire libyen qui, à la fin du processus révolutionnaire, finit tout ça en déclarant la charia. C'est vrai que les bras m'en tombent, mais en même temps, je ne suis pas surpris. Je sais que c'est comme ça l'humanité. Et que la Révolution française, il y avait des hommes qui ont été des héros une saison, et puis qui se sont retrouvés, des terroristes, qui se sont retrouvés à Nantes à liquider des gens dans des barges à fond plat. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est l'ordinaire de l'humanité. Mais est-ce que le cynisme et le pressentiment de l'ordre qui va se réinstaurer doit nous rendre aveugles ou indifférents à ces moments où l'humanité se dépasse? Moi, je ne crois pas. Alors justement, c'est ça. Moi, jusqu'à mon dernier souffle, je serai attentif à ça, à ces moments où les hommes sont plus grands qu'eux-mêmes. Alors, on a parlé de ces 5 croix, on a parlé de l'Iran, on a parlé de la Turquie. Qu'est-ce qu'ils ont, ces 5 croix en commun? Qu'est-ce qui peut les rassembler? Et en quoi sont-ils une menace? Quand on vous lit, on sent un petit peu poindre l'idée que tout de même, l'Occident, c'est le bien. Et que ces autres... ces 5 croix sont on a cette idée quand on me lit, peut-être, merci, mais on l'a aussi quand on voyage. C'est-à-dire quand on va parler à des intellectuels turcs, quand on va parler à des jeunes femmes iraniennes qui ne veulent pas porter le tchador et qui le retirent dans les manifestations, quand on va parler à un dissident chinois, quand on va parler aux mères des soldats morts dans les guerres de Tchétchénie chez Poutine, c'est elles qui vous disent que l'Occident, c'est pas le bien, que l'Occident c'est moins mal. C'est elles qui vous disent que la liberté d'opinion, la liberté de ne pas d'être un objecteur de conscience, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, que ça donne des sociétés moins mauvaises que la société poutinienne ou la société iranienne. C'est pas moi qui le dis. C'est à l'écoute de ces peuples, c'est à l'écoute des sujets de ces 5 rois que c'est confirmé en moi et que c'est prise la résolution pour moi d'écrire ça et d'écrire à quel point, en effet,
ces valeurs que l'on appelle... Mais donc ils sont une menace pour nous. Ouais. C'est une valeur pour eux, c'est une menace pour eux, c'est une menace pour leur propre peuple, et c'est une menace pour nous, bien sûr. Je pense que Poutine... Alors, le grand truc, c'est ce qu'il faut parler avec Poutine. C'est la grande chose qu'on entend chez les Munichois français. Bien sûr qu'il faut parler avec Poutine. Mais il faut savoir aussi que Poutine est un ennemi de l'Union européenne et des valeurs qui ont présidé à sa construction et qui sont dans la tête de ceux qui veulent la continuer. Il est l'ennemi de ça. Voilà, c'est comme ça. Par ailleurs, on a toujours parlé avec Poutine, mais ça, c'est ce qui rassemble ces 5. C'est évidemment la privation de liberté. L'axe de votre combat, ça reste la défense de la liberté. Le mépris de l'humain, la privation des libertés. Mais précisément, à l'intérieur même de nos démocraties qu'on dit désenchantées depuis tant d'années d'ailleurs, qui vivent avec leur désenchantement, il y a aujourd'hui la construction, l'ébauche de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, c'est-à-dire la démocratie limitée à l'exercice du suffrage universel et non plus au jeu des pouvoirs, contre-pouvoirs, à l'équilibre des pouvoirs, à la liberté de la presse et ainsi de suite. On est donc à la limite presque contaminé ou en voie de contamination de cette ère qui est manifestement, mondialement parlant, qui s'est retournée contre les libertés. En tout cas, c'est ce que vous... C'est là. Autrefois, on disait, je me rappelle Chris Parker dans les années 60, le fond de l'air est rouge. Après, il y a eu des périodes où on disait le fond de l'air est brun. Aujourd'hui, le fond de l'air, il est populiste. Et populiste, ça veut dire qu'il y a cette idée qui est en train de s'installer dans les esprits, et c'est contre ça que je m'insurge, que la démocratie, c'est le peuple. C'est la volonté du peuple. Voilà. Cette idée-là, que la démocratie se réduit à la volonté du peuple, à son expression et à l'obligation pour les dirigeants de suivre à la lettre cette expression, ça s'appelle le populisme. La démocratie, c'est plein d'autres choses. C'est en effet l'équilibre des pouvoirs, c'est l'obéissance à la loi naturelle, c'est des systèmes de représentation, c'est d'une complexité infinie la démocratie. Mais cette réduction de la démocratie au seul signifiant peuple et à cette idée que le peuple a toujours raison, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça, c'est en effet la mauvaise pente sur laquelle le monde est engagé. Alors, de manière tout à fait radicale, dans un pays comme la Russie, où en effet, Poutine est réélu chaque fois, Poutine ou son Claude Medvedev, avec des scores de maréchal, mais c'est une pente sur laquelle nous sommes engagés aussi en France. Oui, en Europe aussi, j'allais vous dire, l'air est brun aussi. Oui. Donc, Et le peuple n'a pas toujours raison. La démocratie, c'est pas la loi du peuple. Pardon, ça c'est ce qui rassemble Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. C'est l'idée d'être, c'est l'illusion, ou même peut-être... Si c'était exclusivement la loi du peuple, il n'y aurait pas de Conseil constitutionnel. Il n'y aurait pas de Cour suprême. Précisément, c'est parce qu'il y a un texte qui surplombe un peu tout le reste et qu'il s'agit de faire respecter. Mais on voit bien les mécanismes aujourd'hui à l'œuvre. Mais ce que vous dites en même temps, pour revenir à la figure centrale, à la fois votre livre se termine par un plaidoyer pour l'Europe, parce que si l'Europe ne se structure pas, évidemment, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais vous analysez aussi les États-Unis à l'aune non seulement de America First et du repli stratégique que cela signifie, mais aussi en discutant le point de la domination de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une domination technologique Google, à travers Amazon, des géants qui font que c'est un peu paradoxal. On a peine du coup à croire à l'évaporation, puisque c'est un mot que vous employez, des États-Unis ou de l'Amérique, alors même qu'elle est, sur le plan technologique, sur le plan de ce qui nous arrive, de la révolution numérique qui est à venir d'ailleurs, elle est dominante. On est entre l'évaporation et la vaporisation. Voilà. C'est-à-dire l'évaporation, oui, vue depuis le Kurdistan, vue depuis la Syrie, vue depuis les terres de détresse de l'humanité. L'Occident et les valeurs qu'il porte se sont évaporées, mais en même temps, si on le voit du point de vue des utilisateurs de petites machines magiques comme ça que tout le monde sur la planète a entre les mains, l'Empire s'est vaporisé, il s'est corpuscularisé. Il y a des petits bouts d'Empire qui opèrent partout. Donc c'est ça en effet le paradoxe de l'époque, c'est ce mélange entre disparition et omniprésence. C'est un empire fantomatique. Qu'est-ce que c'est qu'une présence qui est à la fois présente et absente? Ça s'appelle un fantôme. Aujourd'hui, l'Amérique est présente de manière fantomatique à travers notamment la révolution électronique, le nouveau pacte social que cette révolution impose, le nouveau contrat social qu'elle propose. Bernard qui est un Ruelli. pacte pour moi
terrible diabolique. et mortel. Je pense que On commence à s'en apercevoir. Je pense que l'Internet, alors ça on commence à s'en apercevoir, mais j'ai écrit ce livre avant et j'y explique comment ces machines-là sont une machine c'est des bombes à neutrons, c'est des armes de destruction massive de ce qui fait lien social depuis des siècles en Occident et ailleurs. Alors, je voudrais terminer sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez lu, a donné une interview à la Nouvelle Revue Française. Il parle de son rapport à la littérature, à la philosophie. Et il a une phrase qui intrigue et j'aimerais savoir, vous, philosophe, comment vous la comprenez. À la question qui lui est posée, qu'est-ce qui vous rend optimiste et pessimiste, il répond, paradoxalement, ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire que nous vivons en Europe redevient tragique. Qu'est-ce que vous comprenez à ça? Puisque tout à l'heure, on parlait de l'héroïsme et de ceux qui considèrent parfois qu'ils peuvent changer le monde. Est-ce qu'il y a ça chez Emmanuel Macron? Parce que c'est ça que je comprends, moi. Tragique, il n'y aurait pas de raison d'être optimiste. Tragique, ça veut dire insoluble. Tragique, ça veut dire... C'est pour ça qu'elle est intrigante. Oui, tragique, ça veut dire une scène où s'affrontent des forces radicalement antagoniques et qui ne sont sujettes d'aucun possible dépassement. Le dépassement hegelien de la contradiction, le tragique, c'est le contraire. Quand c'est pas tragique, ça veut dire qu'il y a deux thèses qui s'affrontent, mais qu'il y a un dépassement possible dans une troisième solution, dans une synthèse ou une Aufhebung, comme on disait chez les philosophes allemands. Synthèse, horreur, malheur, dirait Emmanuel Macron. Le tragique, cela veut dire le face-à-face pérenne et fatal entre deux solutions. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, à ce jour, jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi le tragique, Laurent, est optimiste, c'est ça? Je ne sais pas. C'est sur le thème un peu levez-vous, orage désiré. C'est quelqu'un qui aspire à rencontrer l'histoire qu'il n'a pas encore rencontrée. Contrairement à ce qu'il dit, il n'a pas encore rencontré l'épreuve de l'histoire, parce que la France n'en a pas à ce stade, ni l'Europe n'en a pas à ce stade subi, hormis le terrorisme. Mais le terrorisme, ses prédécesseurs... Alors, il y avait un livre d'un prédécesseur du président Macron qui s'appelait Georges Pompidou, qui s'appelait Le Nœud Gordien. Le Nœud Gordien. Alors peut-être que le président Macron a en tête le précédent pompidolien l'idée de trancher le nœud gordien. Quand une situation est tragique, quand elle paraît radicalement indémêlable, quand des forces si nouent qui semblent absolument indénouables, eh bien, en effet, peut-être l'homme d'État est-il celui qui parvient à dénouer l'indénouable. Peut-être. C'est peut-être ça qui rend le président... Chez les Grecs, le Deus ex machina. On le verra à l'usage. Oui, on peut dire ça. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Donc, je rappelle le titre de votre livre, L'Empire et les Cinq Rois chez Grasset. Merci d'être venu sur France 24. Merci Jean-Marie. Merci. Et merci à Charlotte Urien-Tobaca d'avoir préparé cette émission. Merci à tous et merci à l'équipe technique pour l'avoir réalisée. À bientôt. Le débat, présenté par Raphaël Kahn. En direct de Paris, un débat animé par Raphaël Kahn sur le fait marquant du jour, avec les acteurs, les experts et les observateurs de l'actualité. Suivez la controverse en direct et après l'émission, confrontez vos points de vue sur nos forums et prolongez le débat. Le débat, à voir sur France 24 et sur france24.com.